Bonjour, c'est Marthe Faré, je suis sur Lomé Actu. Bonjour, je suis Marthe Faré, je suis communicatrice de métier, journaliste de formation, écrivaine par passion et activiste genre, également spécialiste en genre et développement. La question de l'engagement envers les inégalités de manière générale et également les violences a eu un reflet très tôt chez moi. J'ai grandi dans une atmosphère où je voyais des violences. À l'époque, je pouvais peut-être pas mettre des noms dessus, mais je voyais autour de moi les différences hommes-femmes, les disparités qu'on pouvait remarquer du fait qu'on soit né homme ou du fait qu'on soit né femme, et également comment cette disparité impacte les enfants et les gens autour de soi. Et très vite, j'ai commencé la vie associative avec le club UNESCO à l'époque, où j'ai été sensibilisée sur les questions des droits humains. Et bien sûr, en grandissant, on se forme son opinion au contact des autres, on voyage, on découvre, on voit comment dans différentes cultures, dans différents pays, se traitent les questions des inégalités. Et en 2018, je crois que c'est en 2018-2019 que formellement, je me suis posée comme défenseur des droits humains à la suite d'une petite histoire qui avait bouleversé un peu ici. Il s'agissait de l'histoire, je ne sais pas si je vais dire le nom, mais de l'histoire Farida, une jeune fille qui s'était retrouvée en situation d'abus sexuel. Ce qui m'avait le plus choqué à l'époque, c'était que tout le monde condamnait la jeune fille. Oui, c'est une michto, qu'est-ce qu'elle fait là, si elle ne voulait pas coucher, etc. Mais personne ne voyait la gravité pour moi de la scène qui se passait. Une jeune fille qui disait non à un rapport sexuel et pour lequel quelqu'un incitait. Et tout de suite, ça fait tilt dans ma tête, je me suis dit, mais ça veut dire qu'autour de nous, beaucoup de gens ne sont pas sensibilisés à la question du consentement. Beaucoup de gens croient qu'une femme qui se retrouve dans un espace intime avec un homme, c'est forcément sexuel. Et donc, qu'il faut parler, qu'il faut réagir. Et c'est comme ça que 2-3 coups de fil à quelques copines qui étaient également sensibilisées sur ces questions-là, j'ai lancé le mouvement Non, c'est non, et qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je crois que je suis arrivée à ces questions par pur hasard. Ce n'est ni par le journalisme. J'ai commencé très tôt, j'ai toujours voulu être journaliste. Et pour qui me connaît, une pipelette naturellement, c'était plus facile pour moi de m'orienter vers le métier de journaliste. Mais quand l'occasion s'est présentée, j'étais en 2e année de fac. Je n'ai pas dit non à l'occasion de présenter le journal télévisé à l'époque sur TV7. Ça s'était présenté, on m'appelait la petite Aminata Adrou, donc c'était sympa, c'était agréable. Je me suis dit, bon, puisque tout le monde le dit, pourquoi ne pas le faire? Donc c'est comme ça déjà que je suis arrivée au journalisme. Mais très tôt, j'ai quitté le journalisme parce que quand j'ai un parcours spécial. J'ai fait d'abord le métier de journaliste avant de faire la formation de journaliste. Et à l'issue de la formation de journaliste à l'École supérieure de journalisme de Lille, j'avais compris que c'était pas le métier que je voulais faire. Que je voulais parler, je voulais donner des informations, mais j'étais plus attirée par la communication que par le journalisme. Et donc, quand je suis rentrée, je me suis dit, OK, essayons toujours le journalisme, ça ne coûte rien. Sauf que très vite, les salaires qu'on m'a proposés à l'époque m'ont déchanté. Et comme je l'ai résumé, la passion ne paye pas les factures. Et donc, je me suis dit, OK, de la communication au journalisme ou du journalisme à la communication spécifiquement, il n'y a qu'un pas, donc pourquoi ne pas le sauter? Et je ne le regrette pas parce que je pense aujourd'hui que je suis faite pour ce métier-là et je l'ai choisi. Par contre, quant à l'engagement, il est venu spontanément, même si j'ai toujours été une personne engagée contre les injustices, mais aujourd'hui, j'en fais mon métier. Progressivement, je suis en train de sortir de la communication pour faire de l'expertise en genre et en inclusion, parce que ça me correspond le plus et je pense que ça correspond également à l'évolution de ma personnalité, à l'évolution de mes combats, le rapport que j'ai avec tout ce qui m'entoure, l'actualité, etc. J'ai commencé par écrire avant de commencer mes combats. Et ces livres, même ces 2 livres, je crois, sont même l'essence de ce que je suis et vers où je me dirige. Parce que j'ai commencé ces livres
peut-être que c'était des sujets qui s'étaient naturellement imposés à moi. Bon, il faut dire que j'ai une personnalité un peu rebelle et tout de suite, c'était évident pour moi d'aborder un sujet comme l'adolescence difficile. C'est d'ailleurs le thème qui est au centre des deux livres, traité différemment, mais au centre de ces deux livres-là. Et justement, ça a dégénéré sur parfois des violences sexuelles, parfois des violences physiques, etc. Est-ce que ça fait écho à ma vie ou à ma propre histoire? Le fantasme de tout le monde, c'est de voir un écrivain écrire sa propre vie. Et je ne vais pas dire oui, que je m'inspire d'expériences personnelles, non pas du tout, mais je ne vais pas également dire non. Parce que dans le processus créatif, on n'écrit pas à partir de zéro. On écrit toujours à partir de quelque chose. On commence quelque part, on s'inspire de quelque part, on regarde autour de nous. Et même mes personnages ont des noms de gens dans la vie réelle. En fait, à chaque fois que je crée un personnage, je regarde autour de moi la personne, les caractères que j'ai envie de donner à ces personnages, et je pique autour de moi quelqu'un, je l'habille et je lui donne le nom de la personne que j'ai piquée et je fais mon personnage. J'essaie de dire tout simplement que non, mes livres ne sont pas inspirés de ma vie. On n'écrit jamais à partir de rien et que mes personnages, pour des gens qui me connaissent et qui lisent un peu, on les retrouve autour de moi. La question des droits des femmes au Togo est un peu paradoxale. Paradoxale en ce sens que politiquement, il y a une volonté d'avancer. On voit des décisions, par exemple, le fait d'avoir 50-50 sur une liste électorale, par exemple, pour les élections, etc. L'institutionnalisation de quelque chose comme la scolarité à l'époque gratuite pour la jeune fille qui s'est étendue aujourd'hui à tout le monde, les droits mis en place autour de l'apprenante pour éviter que l'apprenante soit détournée de sa scolarité, etc. Il y a des dispositifs institutionnels qui régissent et qui sont très bien à mon sens. Je crois même que en termes de textes et de dispositions pratiques, le Togo est l'un des champions à la matière. Toutefois, et c'est là le bémol, nous avons de beaux textes, mais pas appliqués. Et la question des droits de la femme également, c'est très agréable sur le papier, mais dès qu'on rentre en opérationnalisation, en institutionnalisation, ça va dans tous les sens au Togo. Je prends des exemples dans ce que je viens de citer. Par exemple, la liste paritaire de 50-50. Une liste n'est paritaire à 50-50 que si elle donne autant de chances aux hommes qu'aux femmes d'accéder à des positions électorales. Sauf que ici, on prend une liste de 10 personnes, les 5 premières personnes sont des hommes et les 5 dernières personnes sont des femmes. Dans ces conditions, non, la liste n'est pas paritaire parce qu'elle ne donne pas des chances égales autant aux hommes qu'aux femmes. Il faut que 5 hommes aient laissé leur place d'abord avant qu'une femme ne puisse accéder à un poste électoral. C'est dire tout simplement que, en me servant de cet exemple, que c'est un peu partout pareil. Dans les domaines, vous arrivez, je vais même vous raconter une petite anecdote. J'ai été contactée récemment par une de mes collègues qui me dit « Ah, on a appris que maintenant tu as un master en genre, on aimerait faire une formation au cadre d'un ministère sur le genre. » Je dis « D'accord. » Et puis j'ai plus de nouvelles, j'appelle et on me dit « Ah non, l'un des directeurs a plutôt dit d'appeler un homme qui était quelque part, etc. » En fait, il y a la volonté, mais dans la pratique, j'ai l'impression que dès qu'on se met en face de femmes et qu'un homme doit perdre un privilège, tout de suite, on dit non, les hommes ne peuvent pas perdre leur privilège au-dessus des femmes. Il y a également l'aspect de violence institutionnalisée qui est très courante au Togo, c'est-à-dire vous rentrez dans l'administration et l'administration vous rappelle que vous êtes une femme à 200%. Quand on prend par exemple la question des allocations familiales, quand une femme se déclare aujourd'hui à la Caisse nationale de sécurité sociale, pour ce qui était de mon cas, il fallait que je donne un courrier à côté qui donnait l'autorisation au père de mes enfants que je touche les allocations familiales, alors qu'il ne les touchait même pas lui. Ce n'est pas des questions rapportées à nous. C'est quand on est devant
la discrimination, qu'on se rend compte qu'on est en face d'une discrimination. Et par exemple, cette disposition a fait que beaucoup de femmes qui ont fait des enfants seuls, dont les parents, les enfants, les pères des enfants ont disparu, sont irresponsables, etc., etc., ont renoncé aux allocations familiales parce qu'il n'y a pas d'autres dispositions. Et ce n'est pas fini. Quand tu prends l'OTR a commencé par faire des efforts. Et même quand tu prends des formulaires institutionnels, tu commences par les remplir et tu te rends compte, merde, je suis une femme. D'accord, je suis une femme. Et quand tu es sensibilisé à ces questions, c'est l'âme en peine que tu remplis certains formulaires institutionnels. C'est dire que la question de la femme aujourd'hui, c'est vrai que le Togo fait des efforts, on nomine à tour de bras, on promeut à tour de bras, mais est-ce que c'est la femme lambda qui bénéficie aujourd'hui des dispositions mises en place pour la question des droits de l'homme? Dans un pays où nous sommes un peu plus de 51% de femmes, la pauvreté reste féminine. Le secteur informel, les secteurs dits prioritaires sont dominés par les femmes, c'est-à-dire que ce soit l'agriculture, que ce soit le commerce, ce sont les femmes, mais ce sont ces femmes-là encore qui aujourd'hui sont pauvres. Donc ça veut dire que de manière structurelle, les programmes et les projets qu'on met en place sur la transformation sociale ne touchent pas réellement ces femmes-là, et c'est par là qu'il faut attaquer pour améliorer la question de la femme au Togo.